Bonsoir, vous nous regardez et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 12 mai, lundi. Bonjour. Lors de son discours, le pape Léon XIV, premier pape américain, a appelé à une paix juste et durable en Ukraine, à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération des otages et à l'aide humanitaire. Il a décrit les conflits mondiaux actuels comme une « troisième guerre mondiale en morceaux » et a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également adressé ses vœux de fête des mères aux mères du monde entier. Son discours a attiré une foule nombreuse et enthousiaste place Saint-Pierre, en plein week-end de célébration du jubilé. L'Angélus est une pratique catholique traditionnelle où le pape prononce une prière de midi devant les fidèles depuis une fenêtre du palais apostolique. Initiée en 1954 par le pape Pie XII lors d'une année spéciale dédiée à la Vierge Marie, cette pratique consiste à réciter l'Angélus, une prière commémorant l'Annonciation, depuis une fenêtre du palais apostolique. Bien que résidant dans une maison d'hôte du Vatican, le pape François a perpétué la tradition depuis le palais. Le pape actuel, Léon XIV, a prononcé sa première bénédiction dimanche, à l'occasion de la fête des mères, après son élection 3 jours plus tôt. Le discours du pape Léon XIV s'inscrit dans la continuité du ton pacifique qu'il avait instauré lors de sa première apparition en tant que pape après son élection le 8 mai 2025. Aujourd'hui, lors de la conférence d'admission européenne, le diplomate et avocat français Alain Bazalgette prononcera un discours consacré au « cessez-le-feu à Gaza » qui débute en Belgique. Mesdames et messieurs. Ce lundi, alors que les appels à la paix résonnent des hauteurs du Vatican jusqu'aux rues animées de Bruxelles, une initiative symbolique et pourtant significative a été lancée en Belgique, le « cessez-le-feu à Gaza ». Ce mouvement citoyen pacifiste et transnational n'est ni une mesure militaire ni une directive officielle, mais une campagne menée par des militants, des ONG, des intellectuels et des chefs religieux, visant à instaurer un climat de paix symbolique et à exercer une pression morale sur les belligérants du conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'un acte de conscience, né d'un profond désir d'humanité, au cœur d'un continent européen encore secoué par les guerres du passé. La Belgique, siège de nombreuses institutions internationales, dont l'Union européenne et l'OTAN, devient, par cette action, une plateforme de diplomatie populaire. Ce « cessez-le-feu » commence ici, non pas par le dépôt des armes, mais par des voix élevées. Elle s'exprime par des veillées, des prières interconfessionnelles, des concerts pour la paix, des rassemblements silencieux, des drapeaux blancs accrochés au balcon à Liège, Gand et Anvers, des débats ouverts dans les écoles et les universités, et une résolution présentée symboliquement au Parlement belge par un groupe de citoyens. Le choix du mot « cessez-le-feu » n'est pas anodin. Il interpelle. Il déstabilise même, car il est couramment utilisé dans le langage militaire et diplomatique. Mais ici, il devient un appel, une incantation, un refus de l'indifférence. Il ne s'agit pas de prétendre que la paix est acquise, mais de refuser de banaliser la guerre. C'est une manière de rappeler que, même loin des lignes de front, on peut faire résonner un message, que le silence des bombes commence par le son de la solidarité. Dans un contexte où la violence à Gaza a causé des pertes humaines insupportables et où les perspectives de résolution semblent lointaines, cet acte belge se veut un élan éthique. Il vise à influencer les décideurs et à inspirer d'autres villes et pays. Elle vise à rendre visible l'angoisse et la compassion des populations face à un conflit qui semble sans fin. Les organisateurs insistent, il ne s'agit pas d'un simple événement, mais du début d'un engagement durable. Chaque dimanche, jusqu'à nouvel ordre, ce cessez-le-feu moral sera à nouveau proclamé, dans d'autres villes, sous d'autres formes. Le Vatican, par la voix du pape Léon XIV, a récemment lancé un appel au cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages. Cet écho spirituel a trouvé un terreau fertile en Belgique, pays multilingue et multiconfessionnel, historiquement sensible aux tragédies humanitaires. Des responsables musulmans, juifs et chrétiens ont pris part à cette initiative, unis par un désir de réconciliation. Non pas pour nier les différences ou les souffrances individuelles, mais pour affirmer un espoir commun, celui de voir les armes se taire et les enfants grandir loin des ruines. La jeunesse belge est également au cœur de ce mouvement. Dans les écoles secondaires et les universités, des discussions s'organisent autour des valeurs de paix, de justice et de coexistence. Les enseignants ont intégré cet événement d'actualité à leurs cours de géopolitique et d'histoire, encourageant les élèves à réfléchir au rôle de leur génération face aux conflits mondiaux. Ce cessez-le-feu devient ainsi aussi un acte pédagogique, apprendre à écouter, à comprendre, à désarmer les mots avant les armes.
L'impact immédiat de cette initiative sera difficile à mesurer. Peut-être qu'aucune bombe ne s'arrêtera aujourd'hui grâce à cet appel lancé depuis Bruxelles. Et pourtant, chaque mouvement pour la paix a commencé ainsi, par une conscience éveillée, un refus individuel, une parole tenue malgré une impression d'impuissance. Ce cessez-le-feu est un signal. Un phare moral dans un océan d'incertitude. Une invitation à construire la paix, non par naïveté, mais par responsabilité. En conclusion, ce début de cessez-le-feu de Gaza à la Belgique, bien que symbolique, est tout sauf anodin. Il démontre la capacité des sociétés à se mobiliser pour des causes universelles, même au-delà de leur propre territoire. Il nous rappelle que la paix ne naît pas seulement des traités, mais aussi des cœurs, des gestes et des paroles. Et qu'en ces temps incertains, chaque voix compte. Merci, Monsieur le Président. Le vendredi 9 mai 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu une conférence de presse avec le chancelier allemand, Friedrich Merz. Déclaration: Nous avons eu un excellent échange. Nous avons tous deux convenu que, quel que soit le sujet abordé actuellement, il est essentiel de le traiter dans un esprit d'urgence. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Good morning and welcome on this Europe Day. Today we have the pleasure of having with us Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, Friedrich Merz, and President of the European Commission, Ursula von der Leyen. President von der Leyen. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich. Es ist eine Freude, dass du so früh die Reise direkt nach Brüssel zu den Institutionen angetreten bist und das am Europatag. Das spricht für sich selbst. We had an excellent exchange, and in this exchange we both agreed that whatever we are addressing right now needs to have an urgency. Nous avons eu un excellent échange. Nous avons convenu que, quel que soit le sujet abordé actuellement, il faut le considérer comme urgent. Nous avons notamment abordé la compétitivité, une priorité essentielle de la Commission. Pour accroître et améliorer la compétitivité de l'Union européenne, nous avons abordé 4 points. Le premier est qu'il est crucial de combler le déficit d'innovation. Cela nécessite un financement adéquat, mais aussi un environnement propice garantissant la liberté de la recherche et de la science, ce que nous sommes en mesure d'assurer. Le deuxième point. Nous avons abordé le sujet délicat des prix de l'énergie. Nos prix de l'énergie sont structurellement trop élevés. Nous devons les baisser. Pour cela, nous devons investir massivement dans les interconnexions, les réseaux et le stockage. Nous ne manquons pas d'énergie. Nous disposons d'une production énergétique importante, notamment d'énergie à faible émission de carbone. Mais nous manquons de capacité pour la stocker et pour le réseau. Nous avons également examiné notre marché des capitaux. Nous avons besoin d'un marché des capitaux performant, profond et liquide pour l'ensemble de l'Union européenne. En d'autres termes, nos entreprises, quel que soit leur lieu d'entrée sur le marché unique et le marché unique des capitaux, doivent bénéficier des mêmes conditions d'entrée. Nous convenons que le moment est venu de faire avancer ce sujet et de progresser. Nous nous attendons donc à une avancée majeure sur ce sujet avant l'été. Et enfin, un point sur lequel nous sommes également d'accord. Nous devons simplifier et accélérer les choses, tant au niveau européen que national, car la simplification est essentielle à notre compétitivité. C'est l'objectif des initiatives Omnibus, désormais bien connues, que nous lançons. Nous devons veiller à progresser rapidement grâce aux initiatives Omnibus du Conseil, tout en réduisant la surréglementation au niveau national. Il s'agissait donc d'examiner le marché intérieur, mais les conditions extérieures sont bien sûr également cruciales. L'Allemagne en est la preuve. Une puissance mondiale étroitement liée aux marchés européens et surtout étrangers. L'Europe est aujourd'hui plus attractive que jamais.
Aujourd'hui, des pays du monde entier sont désireux de travailler, d'échanger et de nouer des partenariats avec nous. Vous connaissez les sujets abordés. Du Mexique au Mercosur, de la Suisse à l'Afrique du Sud, de l'Inde à l'Indonésie, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons aujourd'hui 76 accords commerciaux, et leur nombre ne cesse de croître. Enfin, il y a un moment où les États membres doivent accroître les retours. Nous savons que seulement 20% des migrants dont la demande d'asile est rejetée sont renvoyés dans leur pays d'origine. C'est pourquoi la Commission a présenté une proposition sur le retour en mars. Pour nous, il est crucial que les États membres et le Parlement européen jouent désormais leur rôle. Dans l'ensemble, nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons relever le défi de l'immigration irrégulière, et je suis convaincu que nous pourrons continuer à le faire si nous travaillons main dans la main dans le plein respect de la législation adoptée en commun. Pour conclure, Robert Schuman aurait été heureux de voir l'Eurobaromètre qui montre aujourd'hui que le soutien des citoyens à l'Union européenne est à son plus haut niveau. Et je pense que cette question se pose depuis plus de 40 ans. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Les citoyens nous font confiance lorsque nous nous attaquons aux grands problèmes et les résolvons. Peu importe le niveau de responsabilité, qu'il soit régional, national ou européen. Ils attendent de nous des résultats et de relever les grands défis. Cher Friedrich, le fait que vous ayez choisi la journée de l'Europe en dit long. C'est un signal extrêmement important, car vous montrez ainsi clairement que la politique européenne est pour vous une priorité absolue. Je vous souhaite de tout cœur un bon début et me réjouis de notre excellente coopération. Nous serions ravis d'y inclure les États-Unis, et c'est pourquoi nous avons présenté une offre 0 pour 0, 0 droits de douane des deux côtés de l'Atlantique. Nous sommes prêts à éliminer les droits de douane sur les produits industriels. Et comme vous le savez, nous travaillons activement à une solution négociée sur la question tarifaire, une solution équilibrée, équitable, mutuellement bénéfique et qui renforce les deux côtés de l'Atlantique. Mais si les négociations échouent, nous agirons également, et c'est pourquoi nous étudions actuellement une liste de rééquilibrage possible. Autrement dit, tous les instruments, toutes les options restent sur la table. Nous avons discuté de l'Ukraine. Avant tout, je pense qu'il est important que le cessez-le-feu de 30 jours proposé par les présidents Trump et Zelensky soit accepté et mis en œuvre. Parallèlement, nous convenons de la nécessité de placer l'Ukraine en position de force. Cela implique un soutien économique, militaire et politique accru, et nous soulignons tous deux notre volonté de parvenir à une paix juste et durable. Cela nous amène également à envisager des dépenses de défense supplémentaires au sein de l'Union européenne, et je salue l'initiative de la chancelière visant à augmenter substantiellement les dépenses de défense allemandes. Dans le cadre de notre stratégie Readiness 2030, nous avons convenu de la nécessité de conclure les instruments SAFE et la clause dérogatoire nationale. Grâce à SAFE, nous garantirons 150 milliards d'euros de prêts garantis par l'UE. C'est essentiel car cela nous permet de procéder à des achats conjoints. Il s'agit d'un programme d'achat conjoint, mais aussi d'investissement dans l'industrie de défense ukrainienne. Enfin, nous avons également discuté de la migration. Je ne le répéterai jamais assez. La migration est un défi européen commun et nécessite une solution européenne commune. C'est dans cet esprit que nous avons adopté le pacte sur la migration et l'asile. Il est désormais important de le mettre en œuvre, d'en faire une réalité. Et cela s'accompagne d'investissements et de beaucoup de travail. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que nous allons allouer 3 milliards d'euros supplémentaires à ce sujet. C'est le résultat de l'examen à mi-parcours. Grâce à ce pacte, nous aurons des frontières extérieures plus solides, de meilleurs moyens de prévenir les mouvements secondaires, ce qui est également très important, et des procédures d'asile plus rapides. C'est le travail interne que nous menons. Sur le plan extérieur, le deuxième pilier est le partenariat avec nos pays voisins, ceux de l'Union européenne, et ces partenariats portent leurs fruits. Cette année, les arrivées illégales ont déjà diminué de 30%. Lieber Friedrich, die Tatsache, dass du den Europatag gewählt hast,
spricht Bände. Das ist ein enorm wichtiges Signal, denn damit machst du auch sehr klar, Europapolitik ist für dich Chefsache. Ich wünsche dir von Herzen einen guten Start und freue mich auf die exzellente Zusammenarbeit. L'article de CNN du 11 mai 2025 examine le commentaire de Donald Trump sur l'élargissement de sa coalition électorale pour remporter l'élection présidentielle de 2024. Selon les résultats de l'AP Vodcast, Trump a non seulement conservé le soutien de ses électeurs traditionnels, mais a également gagné en popularité auprès de groupes démographiques historiques moins enclins au soutien. Parmi les électeurs sans diplôme universitaire, Trump a obtenu 55% des voix, contre environ 40% pour Kamala Harris. Cette tendance s'est particulièrement manifestée chez les hommes noirs et latinos jeunes, où Trump a doublé son soutien par rapport à 2020. Il a également enregistré une victoire notable chez les hommes latinos, gagnant 12 points de pourcentage par rapport à l'élection précédente. Dans des États comme la Floride, Trump a réalisé des performances exceptionnelles, reportant des comtés à forte population latine tels que Miami-Dade et Osceola, des bastions démocrates traditionnels. Cette tendance suggère un réalignement politique parmi les électeurs latinos, notamment les hommes jeunes, qui penchent désormais davantage vers le GOP. Trump a également renforcé son soutien parmi les électeurs évangéliques, en mettant en avant ses nominations judiciaires et en s'opposant fermement à l'avortement, consolidant ainsi sa position au sein de cette base conservatrice. En résumé, la victoire de Trump en 2024 repose sur une coalition électorale plus diversifiée, incluant des jeunes, des minorités et des électeurs sans diplôme universitaire, ce qui pourrait redéfinir le paysage politique américain pour les années à venir. Vendredi, séance d'information du Conseil de sécurité par Khaled Khiari, sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, sur la non-prolifération et la République populaire démocratique de Corée. RPDC, poursuite des tirs de missiles balistiques, séance d'information. I will now give the floor to Assistant Secretary General, Mr. Khaled Khiari. Please. Thank you, Mr. President. Mr. President, members of the Security Council, I have been requested to brief the Security Council today on non-proliferation/democratic. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'ai été invité à présenter aujourd'hui au Conseil de sécurité un exposé sur la non-prolifération en République populaire démocratique de Corée, RPDC. Cette année marque la dernière année du plan quinquennal de développement militaire de la RPDC, 2021-2025. Tout au long de 2024 et début 2025, la RPDC a continué de procéder à des tirs de missiles balistiques, notamment le missile balistique intercontinental, ICBM, WAS-19 en octobre dernier, et un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, IRBM, en janvier dernier. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, EIA, la RPDC a poursuivi ses démonstrations publiques d'installations d'enrichissement d'uranium non déclarées situées à Uion et Kangson. Ces événements ont été accompagnés de déclarations réitérant l'intention de la RPDC de développer davantage ses capacités nucléaires et balistiques, notamment en matière d'ogives nucléaires tactiques, de satellites de reconnaissance militaire et de construction d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Monsieur le Président, la poursuite persistante par la RPDC de programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques, en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, continue de compromettre le régime mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaire, ainsi que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, qui le sous-tend. À ce stade critique, il est plus important que jamais de continuer à souligner l'urgence de réduire le risque nucléaire, de prévenir toute utilisation d'armes nucléaires et de parvenir à leur élimination totale. Nous continuons d'appeler fermement la RPDC à respecter pleinement ses obligations internationales, notamment le TNP et les garanties de l'EIA, et à signer et ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le groupe d'experts, créé en application de la résolution 1874/2009 du Conseil de sécurité, a soutenu les efforts visant à surveiller la mise en œuvre des résolutions adoptées en réponse au programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC. Du 12 juin 2009 au 30 avril 2024,
Le groupe a recueilli et analysé des informations auprès des États membres, des organismes compétents des Nations Unies et d'autres parties intéressées concernant la mise en œuvre et le non-respect des résolutions pertinentes, et a formulé des recommandations. Le groupe d'experts a publié 2 rapports par an, le dernier datant du 20 mars 2024, soit il y a plus d'1 an. Bien que le Conseil de sécurité n'ait pas renouvelé le mandat du groupe d'experts au-delà du 30 avril 2024, le comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 1718/2006, continue de superviser le régime de sanctions. Nous rappelons l'obligation pour tous les États membres de mettre en œuvre les sanctions pertinentes. Comme l'a déclaré le secrétaire général, toute relation d'un pays avec la RPDC doit respecter scrupuleusement les sanctions du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, le contexte sécuritaire général dans la péninsule coréenne demeure tendu, avec une intensification des activités militaires, des possibilités limitées de dialogue intercoréen et régional, la présence de risques nucléaires et des inquiétudes croissantes quant à d'éventuelles erreurs d'appréciation. Le secrétaire général a constamment souligné qu'une paix durable et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne doivent être ancrées dans le dialogue et la diplomatie. Nous saluons tout effort en ce sens. Monsieur le Président. Par ailleurs, le Conseil doit également rester attentif à la situation humanitaire en RPDC. Nous réitérons notre appel à la RPDC pour qu'elle facilite le retour de l'équipe de pays des Nations Unies afin de renforcer le soutien à sa population et de faire progresser le programme 2030. Merci. To strengthen support for its people and advance the 2030 agenda. Thank you. I thank Mr. Chiari for his briefing, and now I give the floor to Mrs. L'article de CNN évoque un développement diplomatique important impliquant la médiation américaine entre l'Inde et le Pakistan. Suite à d'intenses violences transfrontalières au Cachemire, les États-Unis ont facilité un accord de cessez-le-feu entre les 2 puissances nucléaires. Cette trêve, négociée lors de discussions de haut niveau impliquant des responsables américains, a été saluée comme un succès diplomatique. Cependant, le cessez-le-feu a rapidement été rompu, les 2 pays s'accusant mutuellement de violations, ce qui a ravivé les tensions dans la région. Vance lui-même appellerait le Premier ministre indien Narendra Modi. Le vice-président a informé le président Donald Trump du plan, puis s'est entretenu avec Modi vendredi à midi, heure de l'Est, lui faisant clairement comprendre que la Maison-Blanche estimait qu'il y avait une forte probabilité d'escalade dramatique alors que le conflit avançait en fin de semaine, ont indiqué des responsables de l'administration. Vance a encouragé Modi à encourager son pays à communiquer directement avec le Pakistan et à envisager des options de désescalade, ont précisé les responsables. Les détails de l'implication américaine n'ont pas été divulgués jusqu'à présent. Des traînées de lumière illuminent le ciel alors que les systèmes de défense aérienne indiens attaquent des cibles hostiles, le 10 mai 2025 à Jammu, en Inde. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan se sont fortement intensifiées après les frappes ciblées indiennes contre des infrastructures terroristes présumées au Pakistan, menées en représailles à une attaque meurtrière au Cachemire sous administration indienne le mois dernier. Les 2 parties ont depuis échangé des attaques de drones et de missiles le long de la frontière, faisant des dizaines de morts et provoquant des perturbations généralisées. Chaque pays s'engage à prendre de nouvelles mesures, tandis que les médiateurs internationaux appellent à la désescalade. Cette évolution souligne la complexité de la diplomatie internationale et les défis de l'instauration d'une paix durable dans les zones de conflit. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles du jour, ici Albert Rochefort, qui termine la séance, et le prochain journal sera à la même heure avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.